C'est Ça toi y est, qui... ça enregistre là? Ça enregistre. C'est toi qui commence puisque c'est toi qui interviewe le kangourou. Attends, on va changer un petit peu. Non, c'est toi, vas-y. Bonjour Thierry. Salut Silou. On va se faire un autre petit question-réponse. Au petit matin. Voilà, au petit matin, au soleil catalan. Oui, avec la tête du petit matin aussi. Enfin, en tout cas pour moi. Ah bon? Non, j'ai dit, je précise. Hein. Avec la tête le petit s'est réveillé plusieurs fois dans la nuit. Ah, j'avais envie qu'on discute du cuit et du cru. Voilà, qu'on parle un peu à tout le monde de ce que tu penses du cuit. Ah, ce que je par pense. Rapport au cru. Oui. Ce que je pense du cru par rapport au cuit. Est-ce que manger cuit, débat de société. Est-ce que manger cuit annule tous les bénéfices de manger cru? Ah oui, totalement. Ouais. T'as une autre question? D'accord, on va passer à une seconde question. Peut-on tenir sur du très long terme et sous notre latitude en ne mangeant que cru? Oui. D'accord. Est-ce que tu manges toujours tout cru? Absolument. Je respire cru, je dors cru, je m'habille cru. Et la viande est-elle un poison? Ah, totalement. Ah. Et est-ce que tu ne penses pas que ce serait logique que les gens qui habitent en bord de mer mangent du poisson, les gens qui habitent à la montagne chassent, et ceux qui habitent en plaine mangent des légumes? Ils ont qu'à arrêter un camion et puis ils ont qu'à se servir de fruits. Donc, on reprend. Tu vas le passer, ça? Ouais, pourquoi pas. Mais non, mais tu me demandes ce que je pense, donc à la limite, c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, quand on demande aux gens ce qu'ils pensent, ils peuvent te dire un truc, puis toi, t'es là, tu acquiesces. Hein, et c'est pour ça que souvent je dis, mais en fait, ce qu'on pense n'a aucune importance. Notre opinion n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est sur quoi on s'appuie pour forger notre opinion. Parce que là, au moins, on donne. Parce que tu me demandes, ouais, la viande est un poison. Je dis oui. Bon, et puis toi, effectivement, tu es là, tu me dis, ah bon? Alors, en s'appuyant sur tes connaissances... Ouais. Alors, on recommence. Est-ce que manger cuit annule tous les bénéfices de manger cru? La question, c'est quels sont les bénéfices de manger cru? Est-ce qu'il y a des bénéfices à manger cru? Est-ce qu'il y a des bénéfices à manger tout cru? Est-ce qu'il y a des bénéfices à manger tout cru? Donc, pourquoi est-ce qu'on... Tout cru, tout le temps? Tout le temps, absolument. Voilà. Zéro... Ouais. Alors, en fait, la question, c'est, beaucoup de gens pensent que pour avoir des résultats, il faut manger absolument tout cru, tout le temps. Quel est ton point de vue sur la question? Alors donc, je reviens à la question. Pourquoi est-ce qu'on est amené à manger tout cru? Qu'est-ce qu'on va chercher dans le fait de manger tout cru? Alors, parce que c'est comme ça qu'on peut répondre. Excuse-moi, mais je prends vraiment les choses à cœur. C'est des bonnes questions. Et je pense que pour y répondre, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question vraiment de réflexion. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait aller chercher à manger cru? Pourquoi est-ce que certains témoignent que manger cru leur a changé la santé? Qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, ce qu'on trouve dans l'alimentation crue, on y trouve deux choses principalement pour moi. On y trouve un allègement digestif, certain. C'est-à-dire que l'alimentation crue est beaucoup plus facile à digérer. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, ce sont souvent des plats beaucoup moins complexes. Ils apportent avec eux leur lot d'enzymes qui va faciliter la digestion. Toute cette énergie que tu économises en termes de digestion, c'est de l'énergie qui est disponible pour ton corps, pour l'action et pour la réparation. Donc, manger cru revient à alléger son régime alimentaire. Deuxièmement, ce que tu trouves dans l'alimentation crue, c'est une très grande quantité de micronutriments qui autrement, donc vitamines, minéraux, antioxydants, oligo-éléments, autant de choses que d'habitude on va chercher dans des petites boîtes de pilules. Tu sais, on te dit, ouais, il faut acheter des boîtes de oligo-éléments. Tu dis, alors il y en a dans mon alimentation. Donc, tu vas chercher ces deux choses, micronutriments et allègement digestif. D'accord? Donc, faut-il manger tout cru? Manger 100% cru, pour moi, n'a strictement aucun intérêt. Voilà, 100% au sens de strictement de façon religieuse. C'est-à-dire tu ne fais aucune dérogation. Pourquoi? Parce que si tu manges 100% cru dans le monde dans lequel on vit, ça veut dire qu'automatiquement, très souvent, tu vas éviter des circonstances sociales, des rencontres, des événements, parce que bon, voilà, tu ne vis pas que dans un monde où tout le monde mange tout cru. Donc ça, c'est un premier argument. Or, l'alimentation, pas la commère, ce qu'on avale, n'est qu'une portion de notre nourriture. Là, par exemple, là, tu vois, on est face au petit soleil catalan, on est en train de se nourrir. Là, on est en train d'interrelationner tous les deux, on est en train de se nourrir. Je regarde les arbres autour de moi, je suis en train de me nourrir. C'est très difficile de quantifier la part de l'alimentation dans notre nourriture, mais c'est au maximum un tiers. Tout le reste. Donc, quelque part, si tu manges 100% cru, il y a des grandes chances que tu doives faire une croix sur 2/3 de ce qui consiste en alimentation. C'était par exemple les rencontres sociales, le fait de faire un repas. Et dans notre société, effectivement, on peut le déplorer ou non, mais dans notre société, beaucoup des rencontres sociales se passent autour des repas. Donc je ne vois aucun intérêt à manger 100% cru. On a une culture. Ainsi de suite. Je vois un vrai intérêt dans sa vie quotidienne,
Augmenter la part de micronutriments, qui est importante. Alléger au niveau digestif pour libérer de l'énergie, pour des tas de choses, pour le nettoyage, la détoxination, mais aussi simplement pour l'action. Parce que si tu manges un repas très lourd, tu n'es pas enclin à être actif, tu vois. Ça t'assoupit, tu es tout lent, dans ta tête c'est du brouillard et ainsi de suite. Donc je vois un intérêt à augmenter vraiment drastiquement la part de cru. Et là aussi, en fonction des capacités de la personne à le faire. Toujours pareil. On parle surtout en termes de transition, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des transitions beaucoup trop rapides, par exemple, et ça dépend toujours de la capacité adaptative de la personne. On en revient toujours là, capacité adaptative de la personne. Plus une personne est en forme, plus elle va pouvoir passer une alimentation différente facilement. Plus une personne est fatiguée, plus il va falloir passer progressivement et surtout toujours en accord avec ton organisme. C'est pour ça que quand les gens me disent l'alimentation crue, c'est la meilleure alimentation du monde, je dis c'est du bidon. Moi, c'est ce que tu pensais quand même il y a quelques temps. Non, mais il y a 6 ans, c'est bon. On a le droit d'évoluer. Et au contraire, c'est pour ça que je laisse toutes les vidéos, pour montrer comment on peut sortir d'un carcan religieux dans lequel j'étais, pour arriver à ce que j'estimais être, et peut-être que dans quelques années, je dirais non, j'y étais pas encore arrivé, mais à une forme de liberté. Et la liberté, elle est basée sur l'expérience individuelle, personnelle et le ressenti. C'est que la meilleure alimentation du monde, c'est celle qui te permet d'être nourri, d'avoir de l'énergie, d'être en paix, d'être calme, de pas être excité, d'être bien, en fait de l'oublier. Quelque part, de ne pas te prendre la tête avec l'alimentation. On est un peu obsédé par l'alimentation. Mais oui, bien sûr. Mais oui, parce que pourquoi? Est-ce que tu crois qu'on est vraiment fait pour manger 3 fois par jour? Non, je ne pense pas qu'on est fait pour manger 3 fois par jour. Non, on n'est pas fait pour manger 3 fois par jour. Ni pour manger autant que... Mais le problème, Silou, c'est que, toujours pareil, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'alimentation devrait représenter au plus 30% de notre nourriture. Le problème, c'est que la nourriture qu'on a au quotidien, je veux dire, les relations qu'on a avec les autres, dans le cadre du travail, l'environnement dans lequel on vit est totalement désespérant. On parle toujours de la junk food, on devrait parler de la junk environnement dans lequel on vit, environnement social, environnement relationnel. Donc on compense avec de la nourriture. Donc la mastication, par exemple, est une activité extrêmement anxiolytique. Le fait de mastiquer est anxiolytique pour le corps. Pourquoi est-ce qu'on a inventé les chewing-gums, par exemple, j'ai dit ça parce qu'elle avait un chewing-gum juste avant. Pourquoi tu es de la gueule? Non, c'est parce que tu étais tendu avant cette interview avec le grand gourou du cru. Tu étais très impressionné et tu avais besoin de te détendre. Certains vont prendre un pétard, toi tu prends un chewing-gum. Non, mais la mastication est extrêmement anxiolytique. Donc on mastique, on mâche pour se rassurer. C'est la première expérience de l'enfant d'ailleurs qui se précipite sur le sein de sa mère, alors pour se nourrir, mais aussi pour se rassurer. Et donc on reste à téter des aliments toute notre vie. Pourquoi? Parce qu'on reste dans un état d'enfance et on ne rentre pas dans un état de maturité et d'adulte, premièrement, et deuxièmement, l'environnement ne nous donne pas des nourritures adéquates. C'est pour ça que je trouve souvent que sur Internet, il y a des énormes débats sur l'alimentation, qu'est-ce qu'on doit manger et ainsi de suite. Et la plupart du temps, moi, ça me fait rigoler. Et je voulais t'amener sur les débats sur le cru, justement, où beaucoup de personnes qui ont expérimenté le cru sur un long terme, au bout d'un moment, disent qu'ils grossissent. Alors... Ouais. Alors, beaucoup. Tu vois, quand on me dit beaucoup, il faudrait vraiment... Voilà. Des gens qui avaient sur YouTube, il suffit que quelqu'un fasse une vidéo, d'un seul coup, tu vois, c'est un phénomène. Des gens qui faisaient partie du mouvement cru, qui prônaient l'alimentation crue et qui en sont revenus. Comment je grossis? Non, moi, j'arrive pas à grossir. Non, mais moi, je peux témoigner qu'effectivement, autant sur les premières années, tant que j'avais une grosse activité avec tes stages, avec mes stages et tout ça, manger énormément de fruits ne me causait pas de problème. Ouais. Effectivement, je perdais du poids. Depuis que mon activité, que je suis derrière un ordinateur, des heures, salaud, depuis que je passe des heures derrière l'ordinateur. Filou, qu'est-ce qu'elle a gonflé? Ouais, enfin, j'ai toujours bonne mine. Attends. Je fais pas pitié, il y en a plus à aimer comme ça. Ouais. Non, alors pour répondre à ta question, c'est toujours la même chose. Bon, premièrement, toujours pareil, on analyse les circonstances de vie d'une personne, sa prise ou sa perte de poids, au travers simplement du prisme de l'alimentation. Rien ne te dit que cette personne n'a pas changé d'activité, a eu énormément de stress à son travail, ou a ralenti copieusement son activité. Enfin, tu vois, il y a tellement d'autres paramètres. Premièrement, c'est pour donner aux gens des... Oui, donc voilà. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, quand on parle de cru, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une alimentation qui est composée principalement de fruits? Est-ce qu'on parle d'une alimentation... T'as des gens, moi j'ai un copain qui mange cru, là, Pierre par exemple, qui fait un cru cétogène. Donc pas un gramme de sucre. Ouais. Juste des graisses... Donc il ne prend pas de fruits.
Il prend pas de fruits. Donc, je veux dire, quand on dit alimentation crue, on n'a rien dit. Moi, tu vois, par exemple, moi, j'ai une alimentation crue. C'est vrai qu'au fil des années, je suis passé progressivement d'une alimentation qui était fortement basée sur les fruits à une alimentation qui contient encore des fruits, mais qui contient beaucoup de légumes et qui contient beaucoup plus de matières grasses. Parce que ça correspond à ce avec quoi je suis bien. Et le problème, c'est le fixisme, c'est la religion. C'est-à-dire que tes besoins, ils varient, même tes besoins alimentaires. En plus, je veux dire, on a du vent quand même. Hein. Ouais. Ce n'est qu'une part congrue de notre nourriture. Mais même tes besoins alimentaires, ils varient au fil du temps, au fil de tes journées, au fil de tes années, et il faut les adapter. Si tu prends du poids et que ce poids ne te correspond pas, c'est que ton alimentation ne correspond pas à tes besoins métaboliques. Ouais. Voilà. Mais il faut que tout le monde en soit conscient, quoi. Je dis parce qu'en fait, globalement, les gens, ils veulent qu'on leur ponde un modèle, un régime bien établi. Les gens. On fait partie des gens. Hein. Oui, on fait partie, mais c'est vrai que c'est pas possible. Mais on est tous dans des systèmes religieux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est mon paradigme. Attends, j'ai les cheveux qui volent. On dirait Tofsi. On est tous dans des systèmes religieux. C'est-à-dire qu'on a une éducation qui est une éducation religieuse. Même à l'école laïque, hein, c'est dur à dire. Mais on nous dise ce qu'il faut faire. Mais exactement, on a un grand prêtre qui nous dit quoi faire, quoi penser, quoi. Et penser par soi-même, basé sur son ressenti, c'est impossible. Donc, on est tous à la recherche de recettes. Et la plus grosse des démarches vers la santé, c'est se libérer de ça. C'est revenir au ressenti, à l'observation. Tu prends du poids, ben, tu changes quelque chose. Tu changes quelque chose dans ton environnement, dans ton alimentation. En tout cas, si tu prends du poids que ça ne te convient pas, eh ben, tu changes quelque chose. Et ton alimentation n'est pas la meilleure du monde. Il n'y a pas d'alimentation la meilleure du monde dans l'absolu. L'alimentation la meilleure du monde, c'est celle qui te correspond maintenant. Bien. Et donc, je ne sais pas si on répond à cette question. Peut-on tenir sur du très long terme et sous notre latitude en ne mangeant que cru? Est-ce que tu penses qu'en vivant en France, quand on vit, je sais pas moi, à Strasbourg, qu'on n'a pas accès à des fruits exotiques? J'en sais rien. J'en sais rien. Ça dépend des gens, ça dépend des circonstances et tout. En règle générale, la plupart des gens, tôt ou tard... remettre un peu de cuir. Oui, un peu de pragmatisme, un peu de... Et puis, tout dépend aussi quel est ton but, par exemple. Tu vois, moi, je vois, depuis que je me suis installé en montagne, un exemple, ce que j'avais déjà cité souvent, je ne mangeais pas de pommes de terre. Bon, la pomme de terre, ça ne me fait pas triper. La pomme de terre cuite, ça ne me dit pas plus. Jusqu'au jour où j'ai sorti les pommes de terre de mon jardin. Et là, j'ai dit, bon, bah, tiens, je vais en manger avec la famille parce que c'est ma production, et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir différentes motivations. En règle générale... Ça me semble logique aussi. Quelqu'un qui a un jardin, par exemple, tu as une grosse production de tomates, une grosse production de légumes, ben, tu ne peux pas tout manger cru en même temps. Ouais. Donc, tu te remets à faire quelques conserves. Enfin, je veux dire, c'est pas un drame. Ce sont des choses, à partir du moment où ce sont des choses que tu as transformées toi-même. Oui, de toute façon. Mais de toute façon, la pensée du 100% est une pensée religieuse. Le 100% n'existe pas, l'exclusivité n'existe pas dans le vivant. Alors, la viande est-elle un poison pour l'organisme? Alors, pourquoi est-ce que la viande pourrait-elle être un poison pour l'organisme? Donc, elle pourrait être un poison si, par exemple, l'animal est empoisonné. Voilà, si elle est issue d'une... Bon, si l'animal est gavé d'antibiotiques, qu'il a bouffé de l'herbe remplie de pesticides, sur une dalle de béton, et qu'il a bouffé une herbe qui est remplie de pesticides, si même il a vécu sur une dalle de béton dans laquelle il n'a jamais vu l'herbe, donc il n'a pas à charger dans sa chair des minéraux, et ainsi de suite. Voilà, c'est un débat hors critères éthiques, hein, on est d'accord. Hein. Oui. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça soit un poison? C'est ça, hein, pour qu'on parle de poison en tant que tel. Ensuite, on va te dire, bon, les protéines posent un problème. Non, les protéines ne posent pas un problème. Il s'agit d'avoir un apport protéique qui soit adapté. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Les protéines, chez un individu, on a besoin de protéines pour la construction le métabolisme de construction tissulaire. On a besoin de protéines pour la construction de nos neurotransmetteurs. Donc, on a besoin de protéines, mais dans une certaine proportion. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites qui montraient que si tu prends des patients cancéreux, au-delà de 10% de protéines dans leur alimentation, tu as les tumeurs qui flambent. Entre 5 et 10%, tout va bien. Les traitements font leur effet, qu'ils soient naturopathiques ou allopathiques. Et en dessous de 5% de protéines, les tumeurs flambent. Pourquoi? Parce que le foie a besoin de protéines pour faire ses actions de détoxification. Donc, la pensée religieuse fonctionne avec des boucs émissaires et des diabolisations. C'est-à-dire d'un seul coup, les grands méchants, c'est les protéines. Donc, pour répondre à ta question, la viande est-elle un vrai poison? La viande peut être un poison, comme les carottes peuvent être un poison, si les animaux sont gavés de pesticides, d'antibiotiques et ainsi de suite. La viande, en petite proportion, en proportion adaptée à l'être humain, en fonction des besoins de l'individu, je ne pense pas que ce soit un poison. Non, pas du tout. Et je pense que l'humain est équipé pour digérer une petite quantité de produits animaux. Et d'ailleurs, moi, je ne l'ai jamais caché. J'en ai toujours parlé. Je sais qu'on veut faire de moi un végétarien. Je ne suis pas végétarien. Et si on me demande pourquoi, ce n'est pas par manque de compassion pour les animaux. Je suis très attentif à ça. Et vraiment, je fais des efforts pour avoir des filières qui soient
le moins cruel possible, on va dire, mais parce que simplement d'un point de vue biologique, si de temps en temps, et franchement, je suis loin d'en manger tous les jours, je passe des fois des 6 mois, 8 mois sans manger de viande. Tu la manges crue ou cuite? Attends, je termine ma phrase d'abord. Mais sinon, ça ne marche pas chez moi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, alimentairement, ça ne fonctionne plus. Je commence à surmanger des tas d'autres trucs parce que je n'ai pas ce qu'il me faut. Au niveau de l'énergie, ça baisse. Au niveau de la libido, ça baisse aussi. Pour moi, c'est un vrai indicateur. Oui. Oui, non, mais Joyeux sera content. Le professeur Joyeux sera content. Oui, mais pareil, il paraît que ce n'était pas des crudivores, c'était des végans qui disaient ça. Mais bon, en tout cas, oui, voilà, il y a des tas de critères objectifs chez moi qui me font dire, oups, il manque quelque chose. Donc, pendant quelques temps, j'en remange un petit peu, et puis voilà. Et est-ce que je la mange crue ou cuite? Je n'ai jamais aimé la viande cuite. Je trouve ça sec et ainsi de suite, donc je mange la viande crue principalement, ce qui ne veut pas dire sanguinolent. Je ne suis pas le neveu de Frankenstein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On fait sécher la viande, comme on a toujours fait sécher, c'est-à-dire une approche qui rappellerait la charcuterie d'une certaine manière, sans sel, parce que j'aime pas la viande salée, ça m'arrache la bouche, donc on fait sécher la viande, comme les Indiens fabriquaient du pemmican, les Indiens des plaines fabriquaient du pemmican, donc voilà, ça fait partie des choses. Attends, il me faudrait un petit poêle, hein. Enfin, on va le garder comme ça. On a presque fini. N'y a-t-il pas une vraie réponse aux problèmes de santé mondiale dans la pratique du jeûne? Ah, mais voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que oui, il y a. Mais dans la pratique du repos, je dirais. Du repos, oui, du repos. Plus avant que le jeûne. Le jeûne, c'est le repos digestif, mais du repos tout azimut. Je crois que si je devais me présenter aux prochaines élections présidentielles, je ferais le parti du repos, le parti de la glande, les glandeurs réunis, les glandeurs associés, tu vois, glandus au pouvoir. Voilà, on pourrait faire ça. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est vraiment la découverte du jeûne m'a vraiment décomplexé par rapport à l'alimentation. Et souvent, je dis aux gens, mais bon. Pour certains, c'est facile de faire des vraies réformes dans leur alimentation, donc allez-y. Mais pour d'autres, c'est très difficile. Mais si c'est difficile de faire des réformes dans votre alimentation, pratiquez le jeûne. C'est-à-dire, tu peux manger cru tous les jours de la semaine. J'estime que si tu manges un jour sur deux, et que tu ne manges pas cru, tu peux atteindre un niveau de santé qui sera au moins équivalent. Parce que le jeûne, c'est radical. Ça sera là. Vous verrez qu'il y a au moins du vent en Catalogne. Le jeûne, c'est radical, ça va droit au but. Oui, je pense que le jeûne est la réponse absolue aux problèmes de santé actuellement, pour des tas de raisons. La première, c'est que c'est une méthode qui est gratuite, qui est accessible à tous. Je veux dire, s'arrêter, tout le monde peut le faire, tu n'as pas besoin d'argent pour ça. C'est une méthode qui est radicale, c'est une méthode qui retourne l'individu vers l'intériorité. Ce qui veut dire que ça a des dimensions bien au-delà de la dimension physique, le jeûne. Toutes les personnes qui font du jeûne te disent que émotionnellement, spirituellement, ça les a travaillés. Et sans défendre une quelconque église, religion ou quoi que ce soit. Hein, j'ai adoré. Voilà, c'est une démarche vers soi-même. Faire un jeûne d'un mois. C'est une démarche vers soi-même qui est essentielle. Et je pense que oui, vraiment pour moi le jeûne est vraiment la démarche absolue, la réponse aux problèmes de santé mondiale. Oui, de s'arrêter. En fait, le problème de la santé mondiale, c'est qu'on a un catabolisme. C'est-à-dire qu'on consomme les ressources et on produit des déchets à une vitesse effrénée. Et il faut que l'humain jeûne, il faut que la société, que le modèle économique jeûne. En fait, c'est tout le monde qui doit être mis au repos. On va à une vitesse faramineuse. Et quels pourraient être les dangers du jeûne pour des personnes inexpérimentées ou non encadrées, pour toi? Ils sont relativement pour rassurer les gens. Ils sont relativement minimes. Quand tu connais les quelques règles, c'est-à-dire si d'un seul coup ton cœur commence à battre la chamade dans tous les sens, tu calmes le jeu. La seule façon de se mettre bien à jeûner, c'est d'y aller progressivement. Tu commences à jeûner une demi-journée, puis une journée et demie, puis 2 journées. Un spécialiste du jeûne, c'est quelqu'un qui a jeûné et qui a acquis de l'expérience. Donc, il n'y a pas de vrai danger au jeûne, hormis cachexie, anorexie sévère, enfin, tu vois, des cas extrêmes, vraiment. Hein. Mais sinon, il n'y a pas de danger à partir du moment où tu vas progressivement. C'est un peu comme quand tu te mets à nager, tu sautes pas dans une piscine avec 3 mètres de fond sans bouée, tu vas progressivement, tu vas sur les petites marches, tu expérimentes l'eau, tu goûtes et ainsi de suite. Bon, il s'agit d'expérimenter le jeûne de la même manière. Et donc, alors, est-ce que tu penses que les formules de stage pratique sont un tremplin idéal pour apprivoiser ces outils, pour tester le jeûne, pour apprendre au travers des maisons de la régénération que tu as envie de créer, oui. Ou au travers de gens comme moi qui faisons des stages? Est-ce que, on peut témoigner quand même que ça a aidé énormément de personnes? Oui. Oui. Ah non, effectivement. Mais je concluais hier ma présentation devant les gens qui étaient venus nous rejoindre à Terra Incognita. Je leur disais, ça va peut-être vous paraître difficile, mais vous ne pouvez pas faire l'économie d'un minimum de connaissances dans tous les domaines qui
qui constituent vos besoins vitaux. Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas un minimum de connaissances sur ta santé, sur par exemple la construction d'une maison, tout ça, tu vas te faire balader par des gens qui auront des intérêts qui seront peut-être contraires aux tiens. C'est-à-dire que si tu n'as pas un minimum de connaissances, tu ne sauras pas discriminer dans la parole de l'autre le vrai du faux. Et en plus, c'est vraiment un chemin vers soi-même. Hein. Donc effectivement, moi, tout ce qui va dans le sens, les vidéos que tu crées, les formations vidéo que tu crées par exemple, les stages que tu donnes, que je donne, ce sont, oui, des chemins. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce que ça ne devienne pas des objets de consommation que les personnes accumulent les uns après les autres. Il faut que ça soit vraiment des expériences humaines dans lesquelles les gens vraiment acquièrent une conviction, quelque chose qui leur rentre à l'intérieur et qu'ensuite ils peuvent transformer, utiliser, faire vivre en eux. Donc c'est ça le truc. Faire leur. Et se forger leur propre conviction. Ouais. Mais oui, par exemple, quand on parle de manger cru, je sais qu'on a une approche du manger cru qui est relativement différente. Moi, je suis beaucoup plus brut et ainsi de suite. Mais en même temps, je reconnais quand tu viens. Apprécié quand même. Mais bien sûr. Et c'est bien pour ça que je t'ai proposé de venir à Terra Incognita. C'est que j'ai beaucoup apprécié tes préparations, en particulier les desserts. Tu vois, moi, c'est vraiment sur les desserts, je dis, ouais, là, ça ajoute un plus. Les repas préparés aussi. Et oui, ça ajoute un plus. Et je sais que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tout le monde n'a pas la même approche, et des tutoriels, des formations comme tu donnes, des stages, des formations vidéo comme tu donnes, c'est des choses qui sont uniques et qui permettent à chacun d'acquérir du savoir. Et ce savoir, s'il le transforme en connaissance, alors à ce moment-là, il devient libre. Donc pour moi, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel, et je continuerai à faire des stages, j'espère que tu continueras à en faire, d'avoir des propositions dans ce sens-là, parce qu'en plus, dans les stages, il y a beaucoup qui est partagé au-delà même du savoir. Il y a du vécu, il y a de l'humain, il y a du vivre ensemble, il y a du faire ensemble. Non, je pense que c'est très, très, très important et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il s'agit juste d'être attentif. Nous qui proposons des stages, il s'agit d'être attentif à ce que ça ne se devienne pas des objets de consommation que les gens accumulent et que ça se devienne vraiment des expériences de vie. Et oui, je pense que c'est fondamental. Et que sans ce minimum de connaissances, de savoir et de transformer en connaissances dans les domaines essentiels de notre vie, on est à la merci des marchands du temple. Est-ce qu'on aura le plaisir d'avoir un autre Terra Incognita sur le modèle qui vient de se faire là ? Je n'en sais strictement rien. Tu sais pas ? Je n'en sais strictement rien. Il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est ronronner, répliquer un système. Oui, prévoir. Alors ça a ses inconvénients, hein, et les gens qui travaillent avec moi se rendent compte que sans des personnes structurées derrière moi... C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, effectivement. J'ai un mode de fonctionnement, un mode de structuration mentale, oui, bizarre. Mais tu vois, c'est un peu ce que je dis souvent aux gens en stage, parce que je leur dis, écoutez, vous êtes venus avec moi en stage, il y a certainement des choses qui vous ont déplu dans ma façon de faire. C'est un peu chaotique, c'est un peu... En même temps, vous ne pouvez pas venir pour écouter ce que j'ai à dire, apprécier certaines parties de moi-même et rejeter l'autre. Je suis un tout, d'accord ? Il ne s'agit pas de faire un Thierry normé. Non, parce qu'il a beaucoup de défauts quand même. Hein. Oui, non, mais peu importe. J'ai aussi des qualités. Tu as aussi des qualités. J'ai aussi des qualités. Moi, je suis allé voir des tas d'enseignants. Je me suis déplacé jusqu'aux États-Unis pour voir des enseignants. Je savais très bien qu'il y a des choses en eux qui me déplaisaient. Je ne venais pas pour ça. Je venais pour ce qui me plaisait. Puis il faut prendre ce qu'on a à apprendre quand on va voir des gens. Chez l'autre, dans la relation et ainsi de suite. L'autre ne sera jamais conforme à nos attentes. L'autre ne nous comblera jamais. Et c'est rassurant parce que de toute façon, l'autre nous décevra tout le temps. Donc, à partir du moment où on a accepté qu'on sera toujours déçu par l'autre, on arrête d'attendre de lui des choses qu'il ne peut pas donner. Un peu comme moi, quand on me dit, oui Thierry, il y a un problème c'est pas assez structuré dans tes stages. Je leur dis, mais tant que vous attendrez de moi que je structure, alors que je suis quelqu'un qui n'est pas structuré à ce niveau-là, vous planterez. Si ça ne te va pas, viens et apporte une structure. Vas-y, je te laisse la place, mon pote. Il n'y a pas de souci. Bien. Eh bien, écoute, est-ce que tu avais autre chose à dire ? Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui passait derrière la caméra. C'est pas ça. Non, comme tu fais que parler. Oui, j'ai quelque chose d'autre à dire. J'ai quelque chose de très... Non. Il y a un vrai challenge actuellement. Je veux dire, quand tu vois en France, la santé des personnes, que ce soit en santé physique ou morale, elle va en déliquescence totale. Il y a un vrai danger parce qu'on est une société religieuse, je le maintiens, je le dis ouvertement, on se prétend une société laïque, la laïcité est une religion, on est une société de croyances religieuses dans laquelle on fonctionne comme toutes les sociétés religieuses en trouvant des boucs émissaires. Et là, d'un seul coup, le bouc émissaire est devenu l'alimentation. L'alimentation, certes, pose un vrai problème, mais je pense que ce n'est qu'une petite partie du problème. Alors, elle n'est pas à négliger, mais si elle prend toute la place, on se leurre complètement. Nos relations avec les autres, ce que l'on aimait au quotidien,
notre façon d'interagir avec notre environnement est au moins aussi délétère pour le corps. La vie émotionnelle qu'on a en nous, la colère et ainsi de suite, sont au moins aussi délétères, si ce n'est largement plus que notre alimentation. Et je crois aussi que nous sommes poussés à être vachement précautionneux. Vachement, oui, c'est un peu vulgaire. Hein. Nous sommes... Hyper, ouais, ça fait un peu tendance jeune. Très. Ah, nous sommes extrêmement. Je vous ai compris. Nous sommes extrêmement poussés dans les extrêmes. Hein. Oui. Nous sommes extrêmement poussés dans les extrêmes à raffiner notre alimentation pour répondre à nos organismes débiles. Au sens étymologique. Débile veut dire dégénéré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un système digestif qui est pourri. Et qui est pourri pas, je dirais pas majoritairement à cause de l'alimentation, à cause de nos modes de vie qui sont délirants, à cause du rythme... À cause de nos modes de vie, mais à cause aussi de ce qu'on nous fait manger. Je veux dire à cause aussi de ce qu'on fait nous manger, mais à cause du fait que dès notre plus jeune âge, on nous impose des rythmes de vie, on balance les enfants à l'école alors qu'ils ont besoin de dormir, on les balance dans un système compétitif qui met en place l'agressivité, la dureté entre les individus, et ensuite, bien, on se retrouve contraint, quelque part, à devoir vraiment réfléchir à une alimentation allégée parce qu'on ne digère plus rien. Nos grands-parents fonctionnaient avec une alimentation qui n'était pas majoritairement crue et fonctionnaient très bien parce qu'ils étaient dans un environnement qui était beaucoup moins violent pour l'individu. La vraie guerre qu'il y a à relever actuellement, c'est la guerre pour le vivant. Il y a une guerre contre le vivant, systématique, à toutes les échelles de la société. L'éducation est une guerre contre le vivant telle qu'elle est structurée. L'agriculture est une guerre contre le vivant. L'économie est une guerre contre le vivant. L'alimentation est une guerre contre le vivant telle qu'elle nous l'est proposée. Nos systèmes de travail sont une guerre contre le vivant. C'est une offense au vivant. Ils ne fonctionnent pas. Ils sont d'une inefficacité totale. Ils créent de la souffrance, de la rareté, de la pauvreté et de la mort. Tous, systématiquement. Et s'il y a un défi à relever, c'est le défi du vivant. Hein. C'est vraiment comprendre le vivant. Comprendre et le suivre. Parce que comprendre que le vivant est parfait dans son fonctionnement et surtout qu'il l'est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer au vivant. Le vivant aura toujours le dernier mot. Et soit on va le comprendre, soit on dégage. C'est juste ça. Et c'est le vrai challenge. Et c'est moi le message que j'ai envie de porter de plus en plus avec Régénère. Ok, l'alimentation. Parce que c'est un début pour réfléchir. Mais ne vous arrêtez pas là. Ne vous laissez pas leurrer. Non, c'est quand même un levier. C'est un levier important. C'est un levier important. Et il a l'avantage... un des piliers. C'est un des piliers. Un des piliers. De la santé, et il a l'avantage d'être très à la mode. Ouais. Donc je suis très content, moi, d'accrocher du monde avec ce message-là. Par contre, je leur dis, hop, maintenant que tu as compris ça, regarde, je lui ouvre une porte et je dis, regarde tout ce qu'il y a derrière. Tout. Il y a tout à revoir. Ton mode de relation avec tes enfants, avec ton conjoint, le cadre dans lequel tu vis, le rythme de travail, tout est à revoir. Tes relations avec tes parents, la culpabilité que tu portes, tout ça, ça te bouffe au quotidien. Est-ce que tu vas choisir la vie, oui ou non? Parce que sinon, tu vas mourir. De toute façon... Oui, mais mourir plus ou moins vite. Et puis je pense qu'il y a énormément d'entre nous qui sommes morts depuis très longtemps. Ouais. Bien, Thierry. Je te remercie, Silou. Écoute, c'est très agréable. Tu as du bol quand même d'habiter dans une région où il y a un peu de vent quand même, mais ce soleil, c'est quand même... La classe, hein. Ah, c'est super agréable. On a eu du beau temps. Hein. On a eu du très beau temps. Tout le temps. On a eu du très beau temps tout le temps. Je te remercie, je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt, Silou. Merci.